Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Donc avant de vous laisser sur votre vidéo de lore, je remercie encore Père Liénard de m'avoir rejoint. Normalement ce sera peut-être aussi dispo sur le podcast de Guillaume, donc vous verrez ça. Bref, je voulais annoncer le gagnant de la Kitsune Limited Edition. Donc ton commentaire va s'afficher. Félicitations à toi, tu as été tiré au sort. Encore un grand merci à tous les participants. Franchement, j'ai beaucoup rigolé et j'ai découvert quelques yokai. Donc pour le coup, c'était très drôle. Il y en a des vraiment très chelous. Donc voilà, félicitations à toi. N'hésite pas à me contacter, donc soit via Discord, donc c'est Cyril D, je crois, mon pseudo Discord, donc sur le Discord, Brushido. Soit directement ici, donc via mon Gmail qui est rattaché à YouTube, etc. pour que je puisse te faire livrer ta boîte. Encore une fois, félicitations à toi. Et je vous laisse avec votre vidéo de l'or. Mais avant, petit instant, si vous souhaitez commander sur le site de Parabellum, donc n'hésitez pas avec le code Brushido, vous aurez le droit à 10% sur l'ensemble de votre commande. Et il y aura donc ces fameux 10% qui seront, je récupérerai également 10% de votre commande, ce qui soutient la chaîne, ce qui permet potentiellement d'investir dans des micros, dans des caméras. Là en ce moment, je suis en train de réfléchir à un petit setup de stream pour les futurs events. Parce que ce sera très certainement mon projet pour cette saison 5 de Conquest. Également, vous les connaissez tous, MaxiRev, le code MaxiRio, ça ne marche pas sur les précommandes, mais ça vous donne accès à 2% supplémentaires, donc en plus de ce que le site vous fait automatiquement dès que vous avez un compte. Et également 1% en points qui vous permettront de générer du coup des bons pour payer encore une fois moins cher. Donc merci à Mathieu de me soutenir depuis tant d'années. I love you. Et je vous laisse avec votre vidéo de l'or aujourd'hui sur les cités-états. C'est parti. Et c'est parti. Écoute Lina, encore une fois, merci de nous rejoindre ce soir pour continuer un petit peu la série du Père Liénard. Moi je suis extrêmement honoré de t'accueillir ici sur la chaîne. Mais comme c'est la première fois que tu nous rejoins, est-ce que tu voudrais bien te présenter brièvement? Et du coup, ensuite, on pourra attaquer tout doucement. Bonjour Cyril, je suis le père Liénard, celui qui raconte des histoires. Donc je suis wargamer depuis longtemps, mais avant tout fan invétéré de lore, que ce soit Warhammer, Infinity et évidemment Conquest. Et ben justement, Conquest, hein, j'ai été joueur quasi de la première heure, vu que le jeu, on va dire qu'il a commencé à être jouable à peu près en 2018-2019 et que j'ai rejoint l'aventure en 2019. Et depuis, je n'ai pas cessé de fouiller le lore, trouver les liens entre les articles de lore qui paraissaient, potasser les compagnons comme certains potassent leurs courdes au bac. Et après, je me suis associé à certains podcasteurs pour raconter le lore de Conquest. C'est ça. Et tout à fait. Et si tu te souviens bien, la dernière fois, nous avions parlé des 100 royaumes Exactement. issus de l'Ancien Dominion. Tout à fait. Et bien aujourd'hui, nous allons continuer de nous intéresser au lore des factions qui sont issues de l'Ancien Dominion. Et on va parler des cités-États. Eh bien, allons-y. Et bien, comme je vais me le dire, hein, prenez votre lance, votre jupette et cravachez votre minotaure. Et on va aller voir les cités de Platon. Justement, Platon. Commençons par là. Si vous vous souvenez bien, les 100 royaumes, ce sont des réfugiés, hein, majoritairement des gens civils, des militaires, qui se sont enfuis. Les cités-États, c'est un petit peu différent. Les cités-États, ce sont, mais on y reviendra par la suite, hein, des ingénieurs, des savants qui ont été embarqués par un certain Platon, dont on va pouvoir parler, parce qu'à la tête des cités-États, comme plus tard on verra à la tête des rois sorciers, on retrouve un homme. Cet homme, c'est le fameux, l'ancien apprenti boucher, Platon. Bon, Platon n'est pas son vrai nom, hein, son véritable nom c'est
que je tente de me rappeler, Constantius Domulexor. Voilà. Mais je pense qu'on va continuer à dire Platon de Corail. Et également, on verra un peu plus tard, quand on s'intéressera au roi sorcier, on verra son fameux collègue Anaxander, le premier sorcier du Dominion, qui d'ailleurs est devenu un peu plus qu'un sorcier aujourd'hui. Et ben on ne sait pas grand-chose de son passé. On sait juste qu'il était un fils de boucher, un apprenti boucher, donc c'est tout un fils d'ailleurs, hein, Dominion oblige. Et il est monté peu à peu les échelons du pouvoir séculier du Dominion. Il a appris l'archémie, il a appris de la magie, et il est vraiment arrivé au top du top de ce qui se fait dans ce domaine. Et quand il s'est mis d'accord avec Anaxander pour sauver ce qui pouvait l'être, il a réfléchi et il s'est dit que le seul moyen de préserver la culture du Dominion à coup sûr, c'était de la déménager. Ça tombe bien. Au sud du continent, on rappelle que le Dominion couvrait toute la partie est, au sud du continent, il y avait de jeunes colonies qui avaient été installées quelques décennies, quelques siècles auparavant par le Dominion, au fait de sa gloire. Et ces colonies étaient assez éloignées des centres de puissance du Dominion, notamment de Capitas, la capitale, pour ne pas subir trop de dégâts en cas de guerre civile, de guerre interne ou de tout autre cataclysme magico-divin. Donc il a commencé discrètement à user de son argent et de son influence pour déménager des bibliothèques, des ateliers d'alchimie, demander à des ingénieurs, des savants, des architectes de bien vouloir prendre leur clic et leur claque et partir vers la péninsule qui deviendra plus tard la péninsule des cités-États. Donc c'était plutôt discret, surtout au début. Et puis ils se sont rendus compte que plus ça avançait, plus Aslia commençait à vraiment montrer des signes de folie manifestes, avec des décisions incohérentes et brutales, des divinités mineures de son panthéon qui le servaient, qui étaient de plus en plus incohérentes. Et au bout d'un moment, Platon, je vais l'appeler Platon pour le reste parce que Constantius, c'est plus compliqué. Donc Platon s'est dit qu'il était peut-être temps de mettre les bouchées doubles. Et au bout d'un moment, ils ont arrêté de se cacher. Hein. C'est dit noir sur blanc. Au bout d'un moment, il a arrêté de dire ouais, déménager un livre par-ci, un ingénieur par-là. Au bout d'un moment, c'était vous me prenez 20 gars, vous me prenez 2 éléphants et vous me videz la bibliothèque. Je veux pas savoir. Vous tirerez les étagères s'il faut les tirer, mais vous emporterez les bouquins. Bref, ça commence à paniquer. Et a raison, hein, Aslia était vraiment en train de devenir fou. L'influence du Dominion décroissait de jour en jour. Les légions commençaient à tourner vaguement rebelles. Ça allait péter une minute à l'autre. Mais bon. Déménager le savoir de l'humanité, c'est bien. Mais Platon avait une crainte. Une grande crainte. Qui était que l'humanité, une fois livrée à elle-même, hein, après la chute du Dominion et d'Aslia, ne refasse les mêmes erreurs. C'est-à-dire qu'il se retrouve à un nouveau dieu suprême à vénérer, et que ce dieu suprême redevienne fou, et que finalement la tragédie du Dominion ne se reproduise dans ce qui deviendrait les cités-États, qui à l'époque s'appelait uniquement les colonies, si même elles avaient un nom d'ailleurs. Donc Platon s'est dit, bon, il faut trouver un moyen de canaliser les humains et de les guider. Comment est-ce qu'on pourrait faire? Platon, il avait quelque chose que les autres mages ou architectes ou ingénieurs n'avaient pas. Il avait une compréhension extrêmement fine de ce qu'était la divinité dans l'univers de Conquest. Peut-être encore plus que Anaxander lui-même, et plus que n'importe quel autre humain qui ait vécu. Il comprenait comment la divinité fonctionnait. Il comprenait la fameuse maxime de Conquest, hein, qui est
La vénération, c'est le pouvoir appelle le pouvoir, et le pouvoir corrompt. Et ça le mettait devant une impasse. Parce que si le pouvoir corrompt, bah, ça veut dire que quel que soit le guide qu'on va mettre devant les hommes, bah, il finira invariablement corrompu, surtout s'il est divinisé d'une manière ou d'une autre. Alors Platon, il s'est dit, ben, dans ce cas-là, il faut que je trouve le mec le plus fiable que je puisse, le gars le plus incorruptible, et que je le mette à la tête d'une cité, et si j'en trouve d'autres cités, il faut absolument que ce mec-là, il soit incorruptible. Il a regardé à droite, il a regardé à gauche, puis il a conclu, ah mais ce mec-là, c'est moi. Je grossis le trait. Mais c'est un peu ça. Son plan, il s'est dit, chaque cité doit être dirigée, elle doit être guidée. Les cités-États à l'époque sont pas vraiment unifiées, hein, c'est des colonies assez séparées les unes des autres. On est encore loin d'une infrastructure routière, et postière et militaire comme on pouvait en avoir dans le dominion continental, on va dire. Et du coup, il s'est dit, bah, je vais. Il a récupéré des écharpes de création, de la divinité création, on se rappelle, hein, le premier être, un des deux premiers êtres à avoir jamais existé dans l'univers. Il a récupéré leurs écharpes et il s'est dit, ben, je vais leur créer une identité divine et je vais pousser les hommes de chaque ville à vénérer l'écharpe que j'ai laissée au centre de leur ville. Finalement, il fait grosso modo ce qu'avait fait Aslia. Hein. Il prend des petites écharpes de création, des petites mottes de création, et il pousse la population à les vénérer sous une certaine forme, pour ensuite pouvoir mieux les contrôler. Et comme Platon, il est malin, et qu'il sait que de toute façon, bah, la population qu'il a devant lui, c'est des colons du Dominion, hein, c'est des gens qui en viennent. Parfois depuis plusieurs générations, mais ce sont des dominionnés, si on veut. Ouais, j'aime le terme. Et donc, il va récupérer des identités de divinités d'origine du Dominion, des anges, des dieux mineurs, des créatures qui sont déjà existantes en fait, hein, des créatures qui dans le Dominion seraient devenues des fallen divinities. Et il va pousser la population à les vénérer comme ça. Et ça a arrangé la population parce que ouais, comme ce sont des noms qui existaient déjà dans le vieux Dominion, bah, c'est des noms qu'ils connaissent, donc la vénération est plus facile. Mais ça amène à une autre question. Comme je vous ai dit, il avait compris que le pouvoir appelle le pouvoir, la vénération c'est le pouvoir quoi. On peut donc se poser la question, qu'est-ce qui fait que chaque divinité dans chaque ville ne va pas à son tour péter les plombs et vouloir plus de pouvoir et plus de vénération? Bah pour ça, Platon il avait un plan infaillible. Comme je vous l'ai dit, Platon il se considérait incorruptible. L'hubris. Et il s'est dit, bah attends, il faut. La cité, elle aura son dieu philosophe roi, mais le dieu philosophe roi, il doit être aussi conseillé par des philosophes sages, un conseil incorruptible qui saurait le canaliser et le guider en toutes choses, ainsi qu'utiliser la puissance divine du dieu à bon escient. Et donc il a créé les Scholae, les conseils, dans lesquels il avait des conseils de gens, quoi, hommes comme femmes, dans lesquels il avait chacun mis une partie de son âme, et qui devaient rester des veilleurs incorruptibles et prompts à corriger la divinité en cas de problème et à la conseiller dans les temps simples comme dans les temps difficiles. Sauf que... Tu vois, c'est souvent comme ça dans le concours, ça commence bien, ça finit toujours à côté, quoi. C'est exactement ce que je me disais, le sauf que il arrive souvent quand même. Hein. En même temps, disons qu'on peut le comprendre. Platon, déjà, c'est un homme, donc il est faillible, quoi qu'il en pense lui-même. Et surtout, il n'a pas tout le temps du monde. Hein. Quand il commence ses recherches, Aslia est très proche de la chute.
il n'a pas le temps d'approfondir, d'aller doucement, de prendre la... que- Excuse-moi, de prendre la mesure de chaque chose qu'il fait. Il doit y aller vite. Et d'ailleurs, c'est même bien précisé que il a sans doute, pour atteindre ses objectifs, il a dû faire des expériences que la morale réprouve. Et puis en plus, ben, il a dû choisir des vaisseaux dans lesquels abriter des parties de son âme pour servir de conseiller. Sauf que ben, les vaisseaux, il les a surtout choisis pour leur compatibilité immédiate parce qu'il n'avait pas le temps. Mhm. Il n'a pas pris le temps de bien vérifier que les vaisseaux en eux-mêmes étaient parfaits, incorruptibles, quoi. Donc finalement, les cités-États ont chacune eu leur première fournée de dieu, la première génération, et leur première fournée de Scolae, la première génération de Scolae. Et puis les autres cités-États, bah, elles attendaient un peu dans l'expectative. Sachant que, bon, on peut se douter, c'est pas précisé, mais on peut se douter que les cités-États qui n'étaient pas concernés par la première génération, ça devait être les cités-États les plus petites. Oui. Des petites colonies, des petits ports, des endroits qui n'avaient pas été jugés dignes sur le moment de recevoir carrément un dieu à leur tête, quoi. Et malheureusement pour Platon, ça s'est retourné contre lui. Il a transmis sa technologie, son savoir autant qu'il a pu. Sauf que, bah, à un moment, tout ce qu'il avait fait, ça s'est retourné contre lui. On n'a pas de détails, mais tout ce qu'on sait, c'est que bah, il n'a pas survécu. Et bilan des courses, il s'est un peu autodétruit. Ça a d'ailleurs tellement effrayé ses Scolae, ce qui lui est arrivé, qu'ils ont grosso modo interdit tout progrès scientifique qu'ils n'approuveraient pas eux-mêmes. Ok. Voilà. Ça aura des conséquences plus tard et des conséquences dramatiques, mais on y viendra. Et en plus de ça, bah, les conseils et les dieux eux-mêmes, bon bah, et comme je l'ai dit, ils sont pas parfaits, quoi. Ils ont des défauts, ils ont été faits trop vite. Du coup, là où ça devait être une espèce d'harmonie générale, où chaque cité-État travaille pour son propre bien et celui de ses voisins, ben rapidement, les conseils et les scolae entre elles n'ont pas vraiment pu se supporter. Les dieux, ils étaient dans un état un peu bizarre, à moitié entre le conscient et le limité par des liens aussi bien immatériels que matériels. On a cette image d'ailleurs dans le trailer de Cité-État avec une déesse semblable à Athéna qui est littéralement enchaînée à un trône pendant qu'il y a des espèces de gros tuyaux qui lui arrachent sa puissance magique. Ce qui est assez proche du style des Scolae, on va pas se mentir. Complètement. Et puis ben, les cités-États se sont refermées un peu sur elles-mêmes. Mais malgré tout, rendons à Platon ce qui est à Platon. Dans les premières décennies, ça a plutôt bien marché. Vraiment. Les Scolae étaient fidèles à leurs principes. Ok, il y avait des dissensions, des soucis qui n'étaient pas prévus, mais on va dire que voilà, c'était pas pire que ce qu'il y avait à côté. Bon, c'était même beaucoup mieux que ce qu'il y avait à côté, hein, parce que je rappelle qu'au même moment, c'est la chute qui est en train de se passer. Et vraiment, c'est les premiers temps, tout va bien, c'est la lune de miel. Et puis les Scolae, ben, comme le plan l'indiquait, une fois que les autres colonies ont commencé à grandir assez pour recevoir des dieux et des conseils, et ben, les Scolae se sont elles-mêmes clonées pour ces nouvelles cités. Donc c'était des Scolae de deuxième génération. Sauf qu'elles avaient encore plus de problèmes que la première génération. Donc leurs membres avaient des traits de caractère encore plus mauvais, encore plus faibles, il y avait encore plus de paranoïa, d'incohérence, de mégalomanie, d'hubris. C'était tous les défauts de la première augmentés. Et pareil pour les dieux, hein. Ils ont pas échappé au principe, hein. Les échardes qui ont été données aux cités-États, aux nouvelles cités-États, on n'est pas sûr du tout qu'elles avaient la qualité ou disons la programmation parfaite de la première génération. Quand je dis parfaite, je devrais faire attention.
Bref, ça a rapidement tourné au vinaigre. Très rapidement tourné au vinaigre. Et quelques décennies plus tard encore, il s'est passé ce qui s'appelle le schisme. C'est-à-dire que grosso modo, la moitié des cités-États ont explosé. Alors pas littéralement, il n'y a pas quelqu'un qui a planté une bombe. C'est que ce qui s'est passé, c'est que dans la moitié des cités-États, il y a eu des révoltes. Il y a eu des révoltes violentes. Parce que le règne des scolais commence à devenir vraiment trop tyrannique. Et bah, la foule, ou bien a massacré la Scolae et le dieu qui était à l'intérieur, ou bien la foule a massacré la Scolae et le dieu qui était à l'intérieur s'est libéré. Ok. Je ne suis pas sûr de savoir quel résultat a été le meilleur ou le pire, ça dépend. Toujours est-il que bilan des courses à la fin du siècle, tu avais la moitié des cités-États déjà qui étaient plus du tout ce qu'avait prévu Platon. Bon, pire encore, tu avais une partie non négligeable des cités-États qui sont devenues des cités-États religieuses, c'est-à-dire avec un dieu à leur tête. Et donc exactement ce que Platon voulait éviter. Parce que là, on est en plein scénario Dominion, quoi, qui se reproduit. Voilà, donc déjà, bravo Platon, c'était bien tenté. Bilan des courses, encore une fois, il n'y a qu'une seule cité-État qui est restée vraiment fidèle au principe de Platon, c'est la ville de Pallas. Et bah, c'est peut-être la plus belle, la plus grande et la seule cité-État dans laquelle il fait franchement bon vivre. Et on n'en sait pas beaucoup plus sur elle. Peut-être qu'un jour il y aura. Je tends à penser que si le JDR Conquest a un jour une extension sur les cités-États, ce que je pense qu'il aura si ça fonctionne, je pense que Pallas ce sera un petit peu le hub de la région. On aura plus de détails. Ok. Donc maintenant, posons-nous vite fait la question. Là, je vous ai fait un tour général des cités-États. Donc maintenant, elles sont. Faut vraiment s'imaginer que les cités sont majoritairement isolées les unes des autres. Il n'y a plus forcément de dialogue. C'est beaucoup de diplomatie avec ses traîtrises, ses alliances, ses pots de vin et tout le reste. Maintenant, posons-nous la question des factions des cités-États, des types de cités-États en réalité. Et on va revenir sur chacune d'entre elles. Déjà, les cités-États dans lesquelles la foule a massacré la Scolae et a massacré la divinité à l'intérieur. Alors, je dis massacrer la divinité, mais parfois c'est juste que la divinité n'a pas supporté la perte. Parce que les machines, les machines qui la maintenaient, ou les liens immatériels qui la maintenaient l'ont détruite. Ou alors que les gens, là, en la voyant siphonner, ont perdu tellement foi en elle qu'elle s'est retrouvée sans pouvoir. En bref, il y a plusieurs scénarios. Donc, les cités-États dites populistes, ou les États populistes, comme ils les appellent, the populist states. Là, c'est ce qui se passe quand on laisse la foule décider du sort de sa cité. Les cités-États populistes, ce sont des démocraties, avec des gros guillemets, pour la plupart. Souvent des cités dans lesquelles c'est la jeunesse décadente qui se drogue à la philosophie bas de gamme qui a décidé que la démocratie c'était bien et qu'il fallait du coup l'imposer. Et ils ont tous formé, à peu près sur le même modèle, des ecclésias. Des ecclésias qui sont un peu les agoras de notre réalité, des places publiques sur lesquelles le peuple peut s'exprimer et voter sur des choses importantes. Et tout va bien, c'est la démocratie, le peuple participe. En plus, si vous vous souvenez, dans le vieux Dominion, il y avait le troupeau, donc les minotaures, les centaures, les satyres et compagnie. Et bien ces cités-États populistes, ils ont ouvert les portes pour le troupeau, ils les ont accueillis comme des frères, aussi bien ceux qui travaillaient déjà dans les colonies que les colons et les réfugiés du Dominion. Et c'est magnifique, on est tous frères, et j'arrête là la blague parce que c'est pas vrai.
qui s'est passé pour les cités-États populistes, c'est que si le Dominion c'était des gros racistes, et bien la cité-État aussi. Comme sur moi. Et souvent, le troupeau, bah ok, ils ont été bien accueillis. Puis quand Praxetor, le Minotaure, a dit ah c'est cool, j'ai des droits, je vais pouvoir m'installer, je vais pouvoir vivre, fonder une famille, le politicien en face, il a rigolé. Il a dit ouais c'est ça bien sûr. Allez maintenant tu vas prendre une pelle et tu vas creuser. Et voilà la vérité, c'est que le troupeau, ils se sont réduits vraiment, pas dire en esclavage, mais c'est des citoyens de seconde zone en général. Ils sont forcés à bosser dans les champs. Les satyres, ils sont relégués dans les bas-fonds des cités à faire les pires travaux. Les centaures, ils ont préféré se barrer des cités-États que de rester. Bon, ils étaient déjà pas très sociables de base, c'est pas faux. Mais c'est pas la joie, quoi. Et ça a causé des problèmes. Parce que, de manière infortunée, ben, dans une démocratie, ben, mine de rien, avoir de la richesse, ça aide. Ça peut influencer la marche du pouvoir, ça te donne de la légitimité. Et du coup, rapidement, les démocraties qui étaient déjà à 2 vitesses, hein, entre le troupeau et les humains, sont devenues à 3 vitesses. Entre ceux qui avaient des moyens, ceux qui étaient, disons, du peuple normal, et le troupeau. Puis bientôt à 4 vitesses, puis 5 vitesses, puis 6 vitesses. Alors, le tableau n'est pas aussi sombre dans toutes les cités-États. Hein. Évidemment, elles ne sont pas toutes décrites. On peut tout à fait s'imaginer que dans certaines, la démocratie a survécu sous des formes plus pures. Mais assez souvent, les cités-États populistes, le peuple, disons que le Pékin moyen, on lui demande son avis sur la nouvelle statue de la place publique. On lui demande pas son avis sur les impôts. On lui demande pas non plus son avis sur les infrastructures importantes. Tout ça, c'est géré par des citoyens qui ont établi un suffrage censitaire pour régler les problèmes entre eux. Ce qui crée du mécontentement. Parce que du coup, les gens, ils sont pas contents de se faire damer le pion comme ça. Et du coup, le mécontentement, ça crée des démagogues qui vont essayer de séduire les foules. Et les démagogues créent des tyrans qui vont utiliser la foule pour se propulser au pouvoir et y rester. Et c'est malheureusement ce qui se passe souvent. C'est que tu as un démagogue qui se pointe, qui récupère l'appui d'une partie de la population, d'ailleurs souvent du troupeau, qui est plutôt facile à convaincre. Hein. On rappelle que le troupeau n'est pas bête, ils ont une intelligence tout à fait humaine. Donc vous inquiétez pas, hein, le Minotaure de 400 kilos, il est très bien conscient que vous le traitez comme esclave. Hein. Et il est aussi conscient de ce qu'il va vous faire quand il sera libéré. Mais du coup, ils ont juste à convaincre le troupeau de les aider. Généralement, le troupeau suffit à faire un coup d'état ou à assassiner les bonnes personnes. Genre, ah mince, il a glissé sur un couteau de satire. Ah, pas de chance. Oups. Ça arrive. Il a dit un... Ils disent comment dans le bouquin? Il a dit à un satire qu'il était un faune. Du coup, il en est mort. J'aime beaucoup. Ouais, faut se méfier des satyres, ils ont la dague facile. Mais du coup, ces tyrans, une fois qu'ils sont au pouvoir, ils font un peu ce qu'ils veulent. Du coup, finalement, ils se font toujours renverser. Et alors les gens, ils sont pas contents parce que le troupeau, il a aidé le tyran à arriver au pouvoir. Donc tous les droits que le tyran pouvait avoir donnés au troupeau, tous leurs droits leur sont retirés et souvent encore plus. Et voilà comme on a un beau cercle vicieux. Donc là, c'est un peu le grand échec là pour le coup. Ces cités-États, il n'y a pas grand-chose à sauver, mais faut peut-être pas non plus noircir le tableau. Si ce que je viens de dire est vrai dans des périodes de crise aiguë, bon, une partie du temps non négligeable, les choses vont relativement correctement. Il n'y a pas des révoltes tous les 2 jours. Et les cités-États populistes n'hésitent pas d'ailleurs à enrôler le troupeau pour faire leur sale besogne et les accompagner à la guerre. Ce qui leur fait une puissance assez conséquente. Hein. Avoir des minotaures avec des armes lourdes qui chargent une ligne,
c'est souvent la ligne qui se brisera avant le Minotaure. Ça. Et assez souvent d'ailleurs, les politiciens n'hésitent pas tu sais, à afficher l'idéal démocratique pour motiver les troupes, ce qui marche plus ou moins bien selon la cité d'ailleurs. Et puis parfois ça marche même bien, et certaines cités populistes sont magnifiques, très bien décorées, avec pour le coup un véritable esprit de corps au sein de la cité. La grande question étant de savoir est-ce que ça va durer. Mais maintenant, imaginons un deuxième scénario. Le scénario où la foule a exterminé la Scolae, ou alors que la divinité qui était enfermée a réussi à faire sauter sa machine et à réduire la Scolae au silence par ses propres moyens. On arrive dans les cités-États dites religieuses. Et là, souvent, disons que c'est un peu qui tout double. Parce que les cités-États religieuses, ou les États religieux comme ils l'appellent, disons qu'ils vont beaucoup dépendre de la divinité qui est à leur tête. Est-ce qu'elle est de première ou de deuxième génération? Est-ce que c'est une divinité qui était plutôt martiale ou une divinité qui était plutôt pacifique? Est-ce que tu as eu du bol et que la divinité a gardé un semblant de sens commun ou pas du tout et la divinité a complètement vrillé? En mode, tiens, vous allez me construire 2 colisées. Tiens, parce que j'aime bien les colisées. Mais monsieur, on a trop faim, on peut plus manger. 2 colisées. Ouais, voilà, c'est un peu ça, un dieu dans une cité-état corrompue. Mais bon, concrètement, ça ressemble à quoi, une cité-état religieuse? Déjà, souvent, c'est une théocratie brutale. Le dieu parle, le dieu s'exprime, ses désirs sont des ordres. Souvent en plus, il aura pris grand soin de multiplier les fêtes religieuses au sein de la ville pour augmenter la dévotion des gens. Donc souvent tu tombes sur des dieux boostés aux stéroïdes. Et après ça va dépendre, mais si tu tombes sur un dieu martial par exemple, mettons même un dieu martial de 2e génération, tiens, histoire de bien cumuler les problèmes, en général, c'est dictature militaire. Voilà, fin de l'histoire. Théocratie religieuse, le dieu il donne des ordres, t'obéis, t'as rien à dire. S'il a envie de t'envoyer mourir contre la cité-état d'à côté, il le fait. S'il a envie de prendre ta femme comme concubine ou je sais pas quoi, il le fait. S'il veut une tour à 500 étages alors que la cité crève la dalle, tu le feras. Et t'es complètement soumis aux caprices de la divinité en place. En plus, on peut se douter que si la divinité a trouvé les moyens de se libérer, c'est que souvent elle avait un caractère qui n'était pas franchement porté sur la négociation. Je pense que tu vois le tableau et que les auditeurs le voient aussi. Je pense. Alors, pareil, Conquest, c'est rarement noir ou blanc. Et de la même manière que les cités-états populistes ne sont pas toutes d'horribles tyrannies bouffées par la corruption, les états religieux n'ont pas que des problèmes non plus. Dans certains cas, je pense notamment à Acheron, la divinité en place, pour Acheron c'est Rhadamante, la divinité en place a su garder un semblant d'esprit critique. Et pour Rhadamante, c'était pas gagné. J'expliquerai pourquoi après. Donc il a su garder un semblant d'esprit critique, et dans ce cas-là, elle va essayer de gérer les choses un peu comme elle le peut. Souvent avec une certaine hauteur de vue, parce qu'elle est souvent ancienne de plusieurs siècles. Hein. Faut pas oublier que Conquest se passe 600 ans après la chute. Donc si les divinités ont été créées à peu près au moment de la chute, ça leur fait quand même 600 balais. Bon, les spires appelleraient ça des genoux, mais bon, on fait ce qu'on peut. Et puis faut admettre quand même que si le dieu il est à peu près normal dans sa tête, il y a quand même des chances que ça se passe bien. Il est quand même capable de faire pleuvoir ses bienfaits sur la cité, il est capable d'anéantir ses ennemis ou de réfléchir à des niveaux qu'un humain ne pourrait pas faire. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? En général, il va essayer aussi de se protéger de la corruption qui vient du Old Dominion, qui risque quand même de l'affecter. Il n'y a pas que du mauvais.
Et puis il faut admettre que bon, quand t'es militaire et que t'es un guerrier d'élite boosté à l'énergie divine envoyée par ton dieu, bon, en général tu tabasses. Oui. On va dire que qu'à mon avis, c'est pas les cités qui sont les plus mal en point d'un point de vue alimentaire ou économique. Faut juste espérer que le dieu en question décide pas soudainement demain que bon, le couvre-feu finalement c'est à 18h et c'est 40 coups de feu si tu obéis pas, quoi. Voilà, voilà. Ah oui, et il fallait que je revienne un peu sur Rhadamante. Ce pauvre Rhadamante. Rhadamante, donc si vous vous souvenez, hein, dans la mythologie grecque, les enfers ont 3 juges. Rhadamante, Minos et Éaque, en français, Aékos, pardon, en grec. Et ben, dans Conquest, ils y sont aussi. Minos dirige la cité de Thoria. Aéakos, comme il l'appelle, dirige Lycaon. Et Rhadamentos, Achéron. Et à la base, ils étaient censés être un triumvir, hein, bah, comme dans la mythologie du Dominion, dans laquelle ils existent, une transposition de la nôtre. Ils étaient censés travailler ensemble. Ça devait être un triumvir de cité-État, dirigé par des dieux coopératifs, ou des scolae coopératives, je sais pas comment on le voit. Et Rhadamante, lui c'est le comte des biens. Parce que c'est pas vraiment un dieu guerrier, lui c'est plutôt un dieu, on va dire, stratège, porté sur la philosophie, la pensée, la diplomatie, ce genre de choses. Alors que ses corélégionnaires, hein, Aékos et Minos, étaient plus portés sur la lance, le bouclier et la hache à deux mains. Du coup, Rhadamante, comme avec ses frères, ils se sont tous libérés, et il a été les voir pour leur dire ah, c'est cool, les triumvirs, tout ça, c'est une bonne idée. Ça vous dirait pas, les gars malgré qu'on soit tous libérés de nos entraves, on le fait, on reste alliés. Et Minos et Aékos l'ont regardé, ils lui ont dit non, non, solo c'est bien. Donc Rhadamante il a fait ah, ok, bon bah je suis tout seul alors. Et il était bien embêté. Parce que déjà il était un peu plus sain d'esprit que Minos et Aékos. C'est dommage, c'est celui qui a gardé l'esprit sain qui est le plus faible des trois. C'est fort dommage. Et sauf que comme lui, il faisait partie d'un triumvir et qu'en plus sa cité c'est la plus proche du Old Dominion. Vraiment, Achéron c'est en face du Dominion, quoi. C'est limite. Limite, il voit des légionnaires passer tous les jours, quoi. Oui, ok. Donc, en plus, l'influence corruptrice d'Azebias, vous devez quand même sentir. Enfin, de Undeath maintenant. Et du coup, il a pris 2 humains dans la population qui lui semblaient dignes, et il en a fait des divinités mineures pour régner avec lui, comme triumvir. C'était pas fou. On sait pas à quelles horreurs il a dû se livrer pour trouver moyen de faire ça. C'était pas censé être possible, mais il l'a fait. Et apparemment, depuis, ça va quand même un peu mieux pour sa tête, et pour la cité en elle-même. Et ça lui permet à lui de régner avec des garde-fous également, sans crainte de se faire corrompre par Undeath. Même si lui-même, du coup, doit surveiller ses gardiens pour éviter qu'ils tombent dans l'hubris humaine. Parce qu'on rappelle, hein, comme les dieux sont nés de modes de création, des chartes de création, Rhadamante, lui, en lui-même, n'a jamais été humain. Il est né directement dieu. Ou proto-dieu, pourrait-on dire. Alors, voilà, je pense que je peux dire que j'ai fait le tour de cité-état religieuse et de ce qu'il y a à savoir sur elle dans les grandes lignes. On est pas mal. Et du coup, on va arriver au dernier scénario. Le scénario dans lequel le dieu ne s'est jamais libéré, la poule n'a jamais attaqué le lycéum, c'est l'endroit où se réunit la scolae, ou alors les insurrections et les tentatives d'évasion ont été matées. Et donc là, on arrive dans les scolae elles-mêmes, hein, les cités-états encore contrôlées par les scolae. Et c'est devenu de la folie pure, surtout pour la deuxième génération, quand il en reste.
Concrètement, ça fait quoi une Scolae quand ça s'ennuie? Ça dirige la cité. C'est bien. Ça tire de l'énergie divine, le phlogiston, de leur dieu. C'est bien aussi. Ça orchestre le culte du dieu pour s'assurer que le dieu produise du phlogiston en permanence. C'est super. Et après, ça prend le phlogiston, ça fait des expériences avec. Et les expériences, il y en a un peu de types. Il y a des expériences qui visent à améliorer la vie des gens ou à créer des énergies. Et il y a des sources d'énergie de différentes manières. Et il y a des expériences qui visent à créer des nouvelles armes. Il y en a une qui est plus cool que l'autre, sauras-tu deviner laquelle? Oh bah, les armes. Exactement. Et parce que je suis un contrarien, je vais commencer par le civil. Allons-y. Un jour, un bon ami a fait la blague d'un fanatique du Hall Dominion qui hurlait sur un autre fanatique du Dominion sur mais non, le dieu il a dit ça à tel moment, du coup ça veut dire exactement ça et pas ça. Et l'autre qui lui répondait non mais t'as oublié la virgule, ça te divise complètement, t'es pas un vrai fidèle. En toute cette vanne, t'avais deux gars des cités-états Scolae qui parlaient. Et il y en a un qui demandait à l'autre bah nous on a pris notre dieu et on l'a un peu vénéré. Et l'autre lui répond bah nous on a pris l'autre et on l'a transformé en éclairage public. C'est un peu ça. Faut s'imaginer que les cités-états, les Scolae, en général, technologiquement, elles sont en avance de fou sur le reste du monde. Vraiment de fou. Il y a des éclairages publics avec de l'électricité magique, on va dire ça. Des ascenseurs automatiques, sans doute des machines pour lever des poids automatisés. Ils ont des automates, les fameux automates des cités-états, hein, les figurines, hein, les hoplites, automates. Ils ont de la cybernétique en veux-tu en voilà. Bah tout ça, en fait, ils le doivent aux phlogistones qu'ils tirent de leur dieu et sur lesquels ils font des expériences. Et avec ces expériences, bah, ils peuvent s'acheter la paix civile en faisant des cadeaux au peuple, ou s'acheter de plus beaux palais en aménageant leur demeure. Alors, il n'y a pas de liste exhaustive de tout ce que les Scolae peuvent faire avec du phlogiston. On imagine que les possibilités sont assez infinies. Ne serait-ce que le fait qu'ils arrivent à faire des automates qui fonctionnent sur le champ de bataille, qui fonctionnent bien, c'est déjà un petit miracle en soi. Mais justement, il y a les automates, j'en parle, l'éclairage public, c'est cool, les escalators, c'est super pour les petits vieux. Maintenant, il y a une partie qui est un peu plus compliquée, c'est que vous avez peut-être remarqué, hein, chers auditeurs, quand vous regardez les figurines Conquest, qu'il y a notamment les avatars. Enfin, les avatars, les inquisiteurs, pardon. Les inquisiteurs et l'Eidolon. Qui ont l'air un poil déformés quand même, hein, ils ont un peu une sale tête. Les inquisiteurs, ils sont nés quand les cités-états ont rencontré des avatars des spires pour la première fois. Bon, c'est surtout vrai pour l'Eidolon, mais je pense que ça ferait pareil pour l'avatar. Et ils se sont dit, ouais, les avatars c'est trop cool, on va faire pareil. Sauf que les avatars, c'est fait avec des spires, hein, c'est fait avec de la biomancie, et les humains n'ont pas de biomancie. Par contre, ils ont du phlogiston. Du coup, ils se sont dit, et qu'est-ce qui se passerait si on robotisait un être humain? Et les inquisiteurs sont nés. C'est ça, littéralement, ça, c'est un peu le secret des cités-états des Scolae. C'est leur vision de la guerre. Des espèces d'horribles créatures qui sont en fait des humains. Hein. Les inquisiteurs sont des criminels en fait. Ou des criminels avec des grosses guillemets dont le seul crime aura été de s'opposer à la Scolae. À qui on fait subir des expérimentations que je ne vous décrirai pas. Pour déformer leur corps, on les bousille avec du métal. On leur met des griffes à la place des mains et tout ce qu'on peut leur faire. Et ils sont
contrôler mentalement pour obéir au doigt et à l'œil à la Scolae. Si tu te souviens, Cyril, au début du podcast, j'avais dit que les Scolae avaient interdit tout progrès technologique qui n'était pas approuvé par eux-mêmes. Tout à fait. Ben voilà comment est-ce qu'ils le font respecter. Avec les inquisiteurs. D'accord. Ok. Concrètement, les inquisiteurs, dans toutes les cités Scolae encore en place, les inquisiteurs, ils ont le droit de vie ou de mort sur n'importe qui pourrait représenter une menace pour la stabilité technologique des cités. D'accord. Ok. Donc si t'as fait un truc un petit peu trop innovant, t'as un toc toc toc, et puis après t'as plus rien. Tu auras que le toc-toc. T'auras que le toc toc. Maintenant on peut se poser la question, ouais mais si ce fameux inventeur génial, il est en dehors des cités-États, ou alors dans les cités-États populistes ou religieuses, les Scolae n'ont pas le droit d'y aller, ou du moins elles peuvent pas y aller envoyer une force militaire comme ça. Puis c'est sans oublier que j'ai dit que la moitié des cités-États s'étaient révoltés contre leur Scolae, mais au-delà de juste faire des massacres, ça a fait beaucoup de réfugiés. Et autant beaucoup des réfugiés, la majorité, sont partis vers d'autres cités-États, autant il y a quand même des réfugiés qui sont partis plus loin au nord et qui ont rejoint ce qui allait devenir les 100 royaumes, et qui s'y sont installés. Et qui ont donc créé des écoles de pensée, des écoles de technologie, des arts, des machins, des ingénieries. Et ben dans ce cas-là, les Scolae, s'inspirant encore une fois des Avatars, ben ils ont trouvé la solution, et ils ont créé les Eidolon, qui sont un peu des super inquisiteurs, dans lesquels un membre de la Scolae peut projeter son esprit, et qui va guider une escouade d'inquisiteurs. Donc si tu t'appelles, par exemple, Léonard de Sivin, et que tu vis dans les 100 royaumes, et que tu as trouvé une nouvelle invention trop cool que tu as hâte de montrer au roi pour le satisfaire, méfie-toi si tu vois un mec avec 4 bras dans la nuit. Voilà, c'est mon conseil. Méfie-toi. S'il a 4 bras et qu'il fait... Voilà, si tu entends des griffes sur le parquet, tu vois un mec qui a 4 bras et qui fait 2m20, cours. C'est court. Ils sont là pour toi. C'est ça. Et donc, quelles horreurs les Scolae vont-elles pouvoir encore créer dans les prochains temps? Et ben c'est la grande question parce que visiblement les Scolae ont un plan. C'est un petit bas de page qui a l'air de rien comme ça dans un article, mais qui dit bien que les Scolae, ils sont pas aveugles non plus. Ils se rendent bien compte que le monde part en vrille, ce que je peux comprendre. Hein, je veux dire, l'Empire Télien, celui qui allait donner les 100 royaumes, est monté, s'est effondré. Les Spires sortent de leur retraite, les Tisseurs sortent de leur retraite, les Nords deviennent plus agressifs. On a carrément des démons japonais qui apparaissent un peu partout sur le continent. Les 100 royaumes ont des cathédrales qui marchent. Le Dominion se met en guerre. Ça commence à faire... oui, et les rois sorciers débarquent également. De retour sur le continent. Bon, c'est la merde. Bon, c'est la merde. Et du coup, les Scolae commencent à réfléchir à un plan qui permettrait de tout calmer en même temps. On ne sait pas en quoi ça consiste, mais de ce qu'on peut en déduire en lisant le texte, ça viserait à changer les lois de la réalité elle-même. Ah oui, d'accord. Ouais, on les arrête plus. Hein. Ah bah, clairement. Donc, qu'est-ce que ça va amener dans le futur? Des bonnes choses, des mauvaises choses? Je ne sais pas. On verra bien. Peut-être que ça fera l'objet d'une campagne narrative ou quelque chose du style. Mais en tout cas, j'ai hâte. Avec ça... De quoi? Je dis clairement, moi aussi. Ah bah, c'est trop. Et imagine devoir arrêter un rituel. C'est le truc qui est classique, tu dois arrêter le rituel pendant qu'il se fait, alors que t'as des rangs de hoplites qui essaient de t'arrêter. La scène de JDR trop stylée. Ouais, c'est clair. Alors, je vais passer rapidement sur le fait que les cités-États dans leur ensemble ont également des géants, les titans comme ils les appellent.
Je pense que tout ce qui est les géants, c'est suffisamment important pour que je les traite dans un autre épisode D'accord. qui sera à part dessus. Parce que les géants, c'est vraiment un énorme morceau en eux-mêmes, hein. C'est Si vrai. je devais résumer rapidement, disons que euh, les géants ont l'air d'avoir tous la même origine, que ce soit les géants des Nords ou les cités-États, et que effectivement, le fait qu'ils aient des apparences différentes, des styles vestimentaires différents, c'est bel et bien parce qu'ils se sont adaptés à la civilisation dans laquelle ils se trouvaient. Ok. C'est pas des races de géants différentes. Du coup, bon, on verra sur eux pour une prochaine fois. Pour le moment, je te propose, maintenant qu'on a vu les grandes sous-factions des cités-États, de discuter un petit peu de, des cités-États en elles-mêmes dans leur ensemble, et notamment de leur relation avec le reste du monde. Bien, allons-y. À quoi ça ressemble la diplomatie quand on est une cité-État? Eh bien, ce sont des humains, les cités-États. Quoi que les scolaires en disent, ils restent humains. Ou divins pour les cités-États religieuses, mais tu vois ce que je veux dire, Oui, hein. Il y a un seul dieu, hein, le reste de je, l'administration, c'est des humains. je vois l'idée. Et donc, comme c'est des humains, bon, ce ne sont pas des factions, disons, strictement bonnes ou strictement mauvaises. C'est forcément des cités qui sont ambivalentes, qui travaillent selon leur intérêt, ou ce qu'ils considèrent être important pour leur idéal commun. Ça fait que les cités-États sont très actives en matière de diplomatie et d'échanges culturels. Ce ne sont pas du tout, c'est pas du tout une péninsule qui est refermée sur elle-même ou au reste du monde. Il y a des marchands qui vont dans les 100 royaumes, même quelques-uns qui apparemment commerceraient avec les tisseurs. On sait aussi qu'ils ont des contacts avec les Wadroun, que ce soit par la mer, quand les Wadroun font le tour du paysage, ou quand les Wadroun traversent les montagnes qui les séparent de la péninsule. Ou que les cités-États d'ailleurs traversent les montagnes qui les séparent des Wadroun. Les relations ne sont pas forcément amicales, hein, loin de là. Les Wadroun peuvent aussi se montrer violents, hein. C'est pas une race strictement pacifique, même si elle n'est pas aussi mauvaise que ce qu'on pourrait penser en voyant leur peau verte. Mais du coup, ce sont des cités très actives dans tous les domaines, hein, et en plus leur production artistique étant très importante, les 100 royaumes notamment, ou les principautés de Paul Mag, les apprécient beaucoup. D'ailleurs, dans le royaume de Galania, dans les 100 royaumes, le style, disons entre gros guillemets, le style cité-État est devenu une mode à part entière, Ok. avec de fortes influences architecturales et, euh, et artistiques divers. La cité mania, on pourrait dire ça. Ouais. Puis également, bah, les cités-États ont une grosse production philosophique et littéraire. En même temps, c'est normal, hein, ils ont les plus grandes bibliothèques du monde, piquées au dominion. Ce qui fait qu'ils attirent des érudits du monde entier qui viennent apprendre chez eux. Et vice-versa, ils ont des érudits de leur côté qui parcourent également le monde, ou qui vont dans les 100 royaumes ou dans d'autres régions pour apprendre également des autres peuples. D'ailleurs, je dis ça, mais les avis sont partagés, hein, sur les cités-États et les 100 royaumes. On a deux témoignages oraux qui disent des choses un peu différentes. Tiens donc. On a un érudit qui dit que ah ouais, les cités-États, ah, c'est vraiment trop bien, c'est une collection de peuples d'une culture inégalée, avec des connaissances qui dépassent l'imagination, puis philosophiquement, ils sont tellement en avance sur les 100 royaumes et notre vision guindée de la pensée, de la religion. Ah, on devrait s'inspirer d'eux surtout. Puis on a aussi un capitaine marchand qui a fait le contrepoint en disant franchement, c'est une bande de gros coincés obtus qui croient tout savoir, alors qu'ils n'ont pas bougé leur cul de leur chaise depuis 80 ans. Voilà. Sympa. Voilà. Deux avis. Comme tu le constates, c'est un peu partagé. Ouais, complètement.
Et en plus, depuis quelques temps, il y a des petits nouveaux qui sont arrivés dans la partie. À l'est, le Old Dominion s'est réveillé. Donc, bah, c'est des problèmes. Hein. Il y a pas de montagne entre le Old Dominion et la péninsule, de mon souvenir. Ou s'il y en a, elles sont pas très élevées. Donc, tu es un petit peu dans la droite ligne de mire du Old Dominion s'il veut commencer à détruire les mortels. Et il y a les rois sorciers qui se sont installés également dans la péninsule, pas très loin de Toria, d'ailleurs, donc la cité du dieu Minos. Les relations ont été fraîches, très très fraîches. Tiens, d'ailleurs, un petit aparté, si tu veux savoir ce qu'un gars du Old Dominion, un mort-vivant, pense des cités-États, bon, c'est pas très glorieux. Hein. Ah bah, je me doute. C'est grosso modo votre parodie de civilisation, là, votre parodie de dominion. Si c'était pour refaire la même chose en moins bien, autant pas le faire dès le départ. Bon, après c'est un mort-vivant, on peut pas vraiment dire qu'ils ont une indépendance d'esprit très forte. Voilà. Et nous verrons ça la prochaine fois. Liénard, je te remercie énormément pour ce petit bout d'histoire pour aujourd'hui et j'espère qu'on se retrouvera très très vite pour la suite. Eh ben, merci à toi, et j'espère aussi. Bonne soirée à tous, et jouez à Conquest. Jouez à Conquest. Ciao. Ciao.